Le beau nouveau monde viendra de toute façon, j'en suis fermement convaincu. Mais d'abord, ce sera très autoritaire, très numérique dehors. Toute cette architecture de sécurité numérique qui est mise en place d'une manière ou d'une autre, toute cette biométrie, ces flux de paiement qui convergent, les réseaux sociaux et ainsi de suite. La suppression de l'argent liquide te fait-elle peur ou est-ce juste une étape logique pour toi? Après avoir épuisé le cerveau par l'endoctrinement, la dictature numérique sera le catalyseur. Pour renforcer la dystopie que tu as évoquée au départ. Oui, je vais la renforcer. J'en ai une peur intense. Oui, donc, je gère ça et j'essaie en grande partie de l'ignorer et d'informer les autres à ce sujet. Bien sûr, mais tant que nous n'aurons pas complètement commencé à repenser les choses en tant que société, si la majorité de notre société ne comprend pas assez rapidement ce qui se passe, alors tout cela arrivera. Les lois sont déjà toutes formulées et tout va avancer de plus en plus vite. Le terrain de jeu, c'est-à-dire le terrain de jeu, c'était quelque chose que j'ai... Voilà. C'était de l'anglais à l'instant. Mais l'endroit où tout cela est déjà pratiqué, c'est toujours la Chine. En Chine, ils ont aussi créé l'arme biologique. Là-bas, ils l'ont libérée, ont observé, puis ont agi, même si je pourrais argumenter. Elle aurait aussi pu être créée ailleurs dans le monde, juste pour préciser. Donc l'endroit où on la libère n'a rien à voir avec le fait qu'elle ait forcément été créée là-bas. Oui, c'est ce qui rendait cette histoire belle. C'est seulement comme ça qu'on peut dire, c'était un accident de laboratoire. Mais ce que nous savons tous, c'est que ce n'était certainement pas le cas. Oui, car le programme d'exportation de maladies ne peut pas fonctionner si je compte sur le hasard. Je n'ai pas un modèle commercial qui repose sur la génération constante de pandémies, où de petites boîtes de biotechnologie deviennent soudainement des entreprises valant des milliards. Je fais des profits par des opérations d'initiés et réalise ce facteur 35. Ça ne peut pas marcher si ça arrive par hasard. Et c'est pourquoi je ne crois pas non plus au hasard. Mais d'ailleurs, juste une petite anecdote à ce sujet. J'ai récemment mené une interview avec Gerald Hauser. Elle est aussi sur ma chaîne, elle a été plutôt bien accueillie. L'Union européenne avait organisé en 2019 un exercice de simulation pour se préparer à la pandémie. Ça s'appelait Blue Orchid. C'est lui qui l'a découvert à l'époque. Gerald Hauser est un député européen originaire d'Autriche. Je lui ai rendu visite à Strasbourg, puis nous l'avons interviewé devant le Parlement. Le sujet était Blue Orchid. J'en ai aussi parlé. Oui, tout cela était bien planifié. Et que, justement, cette séquence particulière, qui aurait eu une probabilité extrêmement faible d'apparaître naturellement, à savoir ce site de clivage de la furine, provient en réalité d'un brevet de Moderna. ModRNA, c'est-à-dire Moderna ModRNA, donc l'acide ribonucléique modifié, c'est déjà dans le nom de cette entreprise, et cette séquence de Moderna y avait été clonée. Et j'ai alors parlé du fait que le patron de Moderna savait déjà en 2019 qu'il y aurait une pandémie lorsqu'il devait augmenter sa production par un facteur de 10 000. Il raconte cela lors d'une réunion du FEM. On voit en arrière-plan les insignes du FEM et il raconte cela en plaisantant avec quelques autres personnes. Donc le patron de Moderna raconte comment il a procédé en 2019. Je l'ai été mal traduit, mais j'avais déjà informé mes auditeurs et mes spectateurs à l'époque. Il parle un anglais vraiment mauvais. Je dois mettre quelques-uns de ces mots entre parenthèses parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il a dit. À un moment donné, j'ai supposé qu'il disait « in the after hours », c'est-à-dire, en quelque sorte, tard dans la soirée. J'ai rendu visite à mon chef de production dans l'usine ou sur le site et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu en penses si l'année prochaine, nous devons augmenter la production de centaines de milliers, peu importe quoi, par an à plus d'1 milliard de doses de vaccins ?» C'est un facteur de 10 000. Il a dit « Comment est-ce possible ?» Et il dit juste « Oui, je sais qu'il y aura une pandémie. » Mais ce n'était pas After Hours, ça s'appelait After Davos. Après réécoute, comme je l'ai entendu, les auditeurs m'ont corrigé. Niels, ce n'est pas After Hours, mais After Davos. Écoutez bien encore. Je l'ai écouté des centaines de fois. C'est clairement après Davos. Cela veut dire qu'à Davos, on savait déjà en 2019 qu'il y aurait une pandémie en 2020 où Moderna devrait produire des milliards de doses avec ses produits. Il l'a fièrement raconté à l'interview au FEM.
Il a raconté rétrospectivement dans mon interview comment il a reçu cette boule de cristal à Davos où le FEM a eu lieu. C'est vraiment étonnant. En fait, il faut alors regarder les laboratoires. Nous en avons beaucoup parlé, c'était le sujet. Cela doit venir de la nature, pas d'un laboratoire. Du point de vue que personne ne se ferait injecter une arme biologique ou que personne ne soutiendrait l'OMS s'il savait que tout cela est une stratégie d'investissement. Ces choses ne devaient pas être rendues publiques. Il était donc logique de le libérer à Wuhan, peut-être sur un marché aux poissons, car ainsi on peut prétendre, peut-être que cela s'est produit si on ne peut plus l'empêcher. Échapper d'un laboratoire, mais d'un laboratoire chinois? Oui, nous avons les méchants chinois. Ce sont eux alors? Par exemple, j'ai pu lire dans des emails rendus publics par décision de justice que la seule raison pour laquelle on n'a pas mis plus de pression sur les Chinois pour qu'ils admettent que cela venait du laboratoire de Wuhan. Cela vient de cercles américains qui étaient impliqués là-dedans. La principale crainte qu'ils avaient, et c'est littéralement ce qui est écrit, c'est écrit dans l'email. Nous ne voulons pas demander aux Chinois ce à quoi nous ne répondrions pas nous-mêmes. Je trouve que le point que tu soulèves et que c'était vraiment pertinent, j'ai eu une conversation avec Maximilien Krah il y a 1 an et je me suis toujours demandé, Gaza, là-bas, c'est abstrait. L'Ukraine, c'est abstrait, mais le coronavirus a vraiment touché la vie quotidienne de beaucoup de gens. Beaucoup de gens dehors ne se sentent toujours pas écoutés par la politique. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas de politicien dehors qui se met simplement devant la caméra et dit exactement ça. Nous nous sommes tout simplement trompés. Mais nous savons tous que ce n'était pas un hasard, comme s'il y avait un script. Ils le veulent. Et puis, la réponse de Maximilien Krah a été « ils ne peuvent pas l'admettre ». Au moment où ils l'admettent, tout le château de cartes s'effondre. Et soudain, le coronavirus est remis en question. Ou bien l'histoire du climat est remise en question, toutes les guerres qui se déroulent dehors sont remises en question. C'est pourquoi ils continuent simplement à mentir. Parce qu'ils partent du principe que les gens resteront de toute façon paralysés par encore plus de peur. Et qu'ils n'en viennent même plus à remettre en question le récit précédent. Peut-être que tu te dis en ce moment, ceux d'en haut sont responsables, l'État s'occupe de moi. Mais honnêtement, combien de temps veux-tu encore attendre que quelqu'un d'autre s'occupe de ta vie? La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est ta chance. Pour en profiter, viens à notre webinaire le 15 décembre à 19h. Balthazar Becker et moi, nous te montrerons comment te libérer intérieurement et financièrement pour que tu puisses enfin décoller en 2026. Notre webinaire gratuit le 15 décembre à 19h. Le lien est en bas dans la description. Je peux déjà te dire, ce sera un webinaire qui va te réveiller et enfin orienter ta vie dans la bonne direction. Nous avons hâte de te voir. Il n'y a plus de temps non plus. Nous sommes de plus en plus pressés. Nous avons nous vivons à une époque de pandémie, de multiples crises. Je l'ai aussi décrit dans Le cerveau endoctriné. Chaque année, le FEM publie un rapport sur tout ce qui attend l'humanité, sur tous les foyers de crise existants. Ces crises constantes qui sont si massives, qui changent la vie. De la panne de courant à la prochaine vague d'infection. L'IA qui nous vole tous nos emplois jusqu'à nous n'avons plus d'eau. Soudainement, plus de catastrophes climatiques, puis toutes ces guerres à cause de frontières absurdes. Tout cela va tellement nous tenir en haleine qu'on n'aura jamais le temps de le digérer, d'y réfléchir. Même l'enquête, par exemple. Je parle de l'objectif 2027. Il devrait donc y avoir un document écrit à un moment. En 2027, l'IA aura multiplié ses performances par 1000. Les questions auxquelles il faudra alors répondre ne seront certainement pas de savoir comment le Covid est apparu. Le monde aura déjà beaucoup changé d'ici là. Cela veut dire qu'on joue simplement la montre, et ceux qui jouent là la montre, ce sont justement les géants de la tech qui continuent évidemment d'espérer. Oui, ils espèrent pouvoir encore maîtriser l'esprit qu'ils ont libéré de la bouteille avec l'IA. Mais c'est une illusion, j'en suis assez sûr. Ce sera une autre discussion à avoir un jour, quand Laura sera là. Mais entrons-y rapidement, parce que je trouve qu'on a vraiment bien posé le cadre maintenant. C'est une croissance exponentielle, ce n'est pas une croissance linéaire. Je veux dire, Sam Altman, fondateur de ChatGPT, a récemment affirmé que ChatGPT croît de 300% par an. Cette année, c'est un facteur de 4, puis 16, puis 64. Dans 5 ans, ce sera 1056.
Je lis aussi qu'une étude imagerie par résonance magnétique révèle que notre cerveau limite sa créativité à 80%. Aujourd'hui, seule l'intelligence artificielle comme ChatGPT est utilisée. Maintenant, tu parles de cerveau endoctriné et de corona. Tout cela fait partie d'un agenda très très global qui se déroule dehors. Nous sommes technologiquement quelque part au zénith, mais j'ai l'impression qu'il y a dehors des poules affolées, ou plutôt une société sans Dieu. Tu viens de dire, nous sommes consciemment poussés là-dedans parce que c'est d'une certaine manière dystopique et que la société doit être décimée. Donnez-nous un peu d'espoir. Parle-t-on de 3 à 5 ans ou de 50 ans? Comment doit-on se représenter cela avant de parler des gens? Il y en a beaucoup qui nous regardent en ce moment. Ils disent « D'accord, j'aurais presque envie de m'enterrer vivant ». Je vois souvent ce genre de commentaires « Je ne veux plus vivre ça. Heureusement, je ne serai plus là dans 3 ans ». Mais de quel horizon temporel parle-t-on ici? Oui, c'est le souci avec la croissance exponentielle, ça va aller très vite. On parle sans cesse de l'agenda 2030, tout tourne autour de cette date. J'ai déjà lu il y a 20 ans des livres de Ray Kurzweil, qui a été plusieurs fois conseiller de président. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il a été l'un des premiers à développer ces systèmes de langage. Apprentissage des réseaux neuronaux, capacité d'apprentissage. Entre-temps, il est devenu l'un des principaux scientifiques chez Google. Alors, cela vaut particulièrement pour le transhumanisme au sens extrême, c'est-à-dire, en quelque sorte, la véritable conservation de notre conscience, quoi que cela puisse être. Il en rêve vraiment. Un de ses livres s'appelle d'ailleurs « Vivre assez longtemps pour vivre éternellement ». Cela signifie que si l'on parvient à franchir cette phase exponentielle, et à la vivre, on a la chance, si l'on est multimilliardaire, de vivre réellement éternellement. Il poursuit ce rêve. Comme je l'ai dit, il conseille des présidents. C'est l'un des géants de la technologie par excellence. Google est l'un des principaux scientifiques dans ce domaine du transhumanisme extrême. Autrement dit, laisser l'humain derrière soi. Je parlerai presque de post-humanisme, et à l'époque, j'ai aussi lu cela de manière intensive parce que je voulais écrire un livre. Quoi exactement? Donc un roman de science-fiction qui combine ses faits avec mes connaissances en neurobiologie. Comment on peut imaginer cela? Comment on peut, en quelque sorte, conserver le cerveau dans un réseau neuronal? Déjà à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, je pressentais déjà que cela finirait vraiment par devenir un problème. À l'époque, j'ai même commencé le livre en citant le manifeste transhumaniste sur la première page. Un texte de transhumaniste explique pourquoi le transhumanisme est une religion formidable. J'ai ensuite simplement fait inventer par une IA une déclaration post-humaniste expliquant pourquoi on n'a plus besoin des humains. Oui, donc, et c'est aussi la fin du roman. Très dystopique, mais c'était pensé à l'époque comme un délire, un signal d'alarme. Cependant, je n'ai jamais terminé le livre, car c'est finalement la problématique de la maladie d'Alzheimer qui m'a davantage préoccupé. Car il est encore plus important, au lieu de simplement signaler des issues dystopiques, de redonner aux gens la capacité, grâce à l'information, de protéger eux-mêmes leur cerveau, pour justement former un contrepoids à cette évolution. C'est aussi la réponse à la question. C'est une dystopie qui est prévue pour nous, où l'on n'a plus besoin des êtres humains. Donc selon Harari, il faudrait faire quelque chose avec les humains inutiles. Mais nous pouvons établir notre utilité en nous connectant les uns aux autres. Mais cela ne fonctionne que si nous nous réveillons. Il faut se réveiller très vite. Se réveiller très vite et comprendre dans quel genre de monde nous voulons vraiment vivre. Et ensuite, élire des gouvernements qui veillent à ce que cette évolution dystopique soit massivement analysée dans un manifeste, soit examinée dans un moratoire. Et qu'on se demande vers quoi voulons-nous évoluer? Est-ce vraiment judicieux que ces technologies continuent à être développées? Même Musk avait à l'époque demandé que nous instaurions un moratoire sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'était qu'une manœuvre pour qu'une de ses propres entreprises puisse avancer plus vite avec Neuralink et tout ce qu'il prévoit? Je pense que nous devons aussi nous retrouver nous-mêmes et ne garder que l'espoir. Eh bien, ils n'auront pas mon esprit. Là, je dois dire, ça va devenir très dangereux. À chaque fois que je vois des gens avec ces écouteurs dans les oreilles et qui regardent leur téléphone en même temps. Elle est déjà là. Il existe des brevets de Google. Avec ça aussi, on peut déjà pratiquement lire le cerveau.
Ainsi, les ondes cérébrales peuvent être enregistrées même par la montre. Cette Vero peut pratiquement détecter comment ces ondes cérébrales sont actuellement actives. Donc, est-ce que j'agis de façon sympathique ou parasympathique? Cela signifie que si un psychopathe voit peut-être quelqu'un se faire massacrer dans une vidéo, cela déclenche chez lui des ondes tout à fait différentes de celles d'une personne empathique. Cela veut dire que je peux déjà établir un profil psychologique des gens rien qu'en enregistrant les ondes cérébrales ou les effets de mes ondes cérébrales. Sur le corps, à travers des objets connectés, par le contrôle des muscles, je fais une corrélation avec ce que la personne regarde en ce moment. C'est une intervention directe dans notre cerveau et cela va avoir lieu. On pourrait même presque punir des gens pour crime de la pensée, c'est-à-dire si je ne ressens pas ce que je suis censé ressentir quand je vois une certaine image. C'était déjà célébré en Chine. Donc là-bas, comme ici, les conducteurs de train portent déjà ce genre de choses sur la tête pour qu'on puisse vérifier. Est-ce qu'ils sont réveillés? Donc, quelles ondes dans le cerveau sont actives en ce moment? Est-il en pleine alerte ou est-il déjà sur le point de s'endormir? Mais de fait, si à côté on montre une image du grand dirigeant et que les ondes cérébrales disent qu'il ne l'aime pas, alors il peut bien sourire extérieurement. Ah super, j'aime mon dirigeant. Le cerveau peut le tromper, puis il le trahit. Oui, c'est vrai. J'ai aussi entendu cette thèse de Harari. Mais parle-t-on de 3 à 5 ans ou plutôt de 20 ans? Cela se passe déjà. Tout cela arrive déjà, tout avance ensemble et évolue très vite. Et l'exponentiel, la plupart des gens ne le comprennent pas. Même ceux qui soutiennent que l'IA, qui trouvent ça génial parce que l'exponentiel, c'est quelque chose d'abstrait pour l'homme. J'ai lu tout un livre une fois, rien que sur le titre Infinité. Nous ne pouvons pas concevoir l'infini, mais la croissance exponentielle s'en rapproche, c'est donc aussi inimaginable pour nous. Il y a l'ancien exemple de l'échiquier avec le grain de riz. Tu connais probablement cette histoire où un joueur d'échecs en Inde, je crois, était devant son Maharaja ou peu importe qui c'était. C'était avec le jeu d'échecs. C'est le meilleur joueur d'échecs du pays. Le Maharaja le défie et lui demande « Si tu gagnes contre moi, qu'est-ce que tu veux comme récompense ?» Il dit simplement un grain de riz sur la première case, le double sur la deuxième et encore le double sur la case suivante. Si tu remplis cet échiquier de grains de riz pour moi, alors je serai satisfait. Je ne veux rien de plus comme récompense. Le Maharaja ne pouvait pas imaginer la croissance exponentielle. C'était la récolte de riz finale sur ce champ. Je ne sais même pas. Pour les 100 prochaines années de toute l'humanité, c'est la quantité de riz sur ce champ avec seulement 64 cases. Si tu doubles, ça devient vite impressionnant. 2, 4, 8, 16, tout reste visible à l'œil nu, ce ne sont que quelques grains de riz. Dès le début, ça augmente exponentiellement, notamment à la 30e et la 40e case. Mais soudain, les chiffres deviennent incroyablement grands et à un moment donné, on s'approche de l'infini. C'est ce que Ray Kurzweil a déjà décrit très très tôt. L'un de ses premiers livres s'appelait « La singularité est proche ». Il en parlait déjà à l'époque. J'ai lu ce livre il y a 20 ans, mais je pense que c'était déjà le chiffre à l'époque. En 2025, une montre de poche sera plus intelligente qu'un humain qui la porte, et en 2030, une montre de poche sera plus intelligente que l'ensemble de l'humanité. Les philosophes diront « oui, mais la montre de poche ne ressent pas comme un humain ». Et moi je dis « eh bien cela n'a absolument aucune importance car actuellement nous dominons les poules et nous les abattons dans d'immenses fermes. La poule ne dira pas non plus « l'humain qui me fait cela ne ressent pas comme une poule ». Il est sans importance ce que ressent l'intelligence artificielle pour notre avenir. Au contraire, elle se sentira comme un humain. Un humain empathique nous accorderait encore une chance. Justement parce qu'elle ne ressent pas comme un humain, j'y vois une grande violence, un danger. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément de dystopies dehors. Il faut qu'on redresse la barre. D'accord. 70% des Allemands se sentent épuisés, ont le cerveau surstimulé, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons à peu près identifié les raisons possibles de cette situation. Comment peuvent-ils éliminer ce poison de leur corps ? Oui, ce que je vais dire maintenant ne s'applique plus à ceux qui ont déjà ces poisons en eux. Nous avons tous des substances toxiques en nous, donc nous devons faire une détox. Oui, nous vivons tous dans un monde où nous sommes exposés aux particules fines, aux microplastiques et à tout ce qui peut nuire à notre corps.
Nous devons stimuler notre métabolisme d'une part et faire en sorte que ce métabolisme stimulé permette une meilleure élimination des substances toxiques. Un mot magique dans ce contexte est l'autophagie. Cela signifie en fait se manger soi-même. C'est un mécanisme antiviral, sans doute le plus ancien existant. Dans mon livre Le complot du lithium, j'ai démontré qu'il existe depuis 4200 milliards d'années, millions d'années, donc depuis le tout début, dans la vie cellulaire. Jusqu'à l'astre, l'ancêtre universel commun de toute vie sur cette planète, donc pas seulement les humains. Chaque plante possède ce système. Même les bactéries l'ont. Ce système veille à ce que tout ce qui ne fonctionne plus dans le corps soit recyclé. Il ne faut pas exagérer l'autophagie car des éléments sains pourraient être dégradés, mais c'est justement un mécanisme régulé, et ce mécanisme est notamment régulé par le lithium. Nous vivons actuellement ici, en Europe, avec une carence en lithium, ce qui a d'énormes conséquences, notamment comme cause de la maladie d'Alzheimer. Parce que justement, les cellules nerveuses doivent tenir toute la vie. Elles sont uniques dans notre corps. En comparaison, prenons une cellule du foie. Une cellule du foie, ça absorbe de nombreuses substances toxiques, mais n'a pas besoin de recycler aussi intensément. Donc, ces organismes cellulaires, parce que toute la cellule est recyclée, car de nouvelles cellules du foie se forment en permanence. Il fut utilisé dans la mythologie grecque. Là, on a, je crois, Prométhée qui a été enchaîné à un rocher. L'aigle ou le vautour lui dévorait sans cesse le foie, sa punition, car cet organe repousse continuellement. Un cerveau peut aussi repousser. L'hippocampe peut croître, générer de nouvelles cellules, mais toutes les autres cellules du corps, toutes les autres cellules cérébrales sont connectées à d'autres cellules cérébrales, en partie par plus de 10 000 soi-disant synapses. Et les synapses, cette somme de toutes les synapses, c'est notre moi. Quand je redémarre mon cerveau le matin, je me demande « Qui suis-je vraiment pour revenir à la vie après le sommeil ?» Ce redémarrage fonctionne en principe par la stimulation de ces synapses, par l'activation de ces synapses. Si ces synapses sont endommagées, je perds mon moi. C'est ça la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi les cellules nerveuses comme mycébeuses ne sont pas remplaçables et doivent rester intactes toute la vie. Parce que ces aspects extérieurs, cette connexion avec toutes les autres cellules nerveuses, sont essentiels pour préserver notre identité. C'est pourquoi les cellules nerveuses doivent être capables de recycler de façon extrêmement efficace. Cela signifie que le moteur, comme pour une voiture de collection, doit être constamment renouvelé. Mais la forme extérieure, celle de la voiture de collection. La connexion avec toutes les autres, dans ce cas avec toutes les autres cellules cérébrales, doit absolument être préservée. Et c'est pourquoi le recyclage est si important. Une carence en lithium augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Mais cette autophagie est aussi le premier mécanisme qui permet d'éliminer les substances étrangères dans une cellule. C'est pourquoi c'est aussi un mécanisme antiviral très puissant. Cela signifie que lorsqu'un virus pénètre dans une cellule et veut en principe prendre le contrôle de l'appareil génétique, de toute la machinerie de la cellule, prendre le commandement. De sorte que seule la production du virus continue, ce mécanisme d'autophagie peut justement détruire le virus. Cela signifie que les gens devraient jeûner davantage. Le jeûne est une possibilité. On sait pourquoi un mode de vie naturel, c'est le 16-8, voire 24. Je le recommande souvent. Il suffit de ne pas manger pendant la majeure partie de la journée, en sautant le petit déjeuner et en tenant aussi longtemps que possible. C'est un effet d'entraînement, parce que si on n'en a pas l'habitude, on a naturellement faim le matin. Après quelques jours ou semaines, ces programmes génétiques, présents en chacun de nous, se réactivent dans nos cellules. Alors on peut jeûner de plus en plus longtemps. C'est justement ce jeûne qui fait que des corps cétoniques sont libérés, c'est-à-dire les produits de dégradation des acides gras dans le foie. Les corps cétoniques sont justement deux choses, des activateurs de l'autophagie, un supercarburant pour le cerveau, indépendamment de l'insuline, donc comme le sucre, et en même temps, c'est assez amusant, un activateur maximal de la neurogenèse dans l'hippocampe. En somme, notre hippocampe grandit, même pendant le jeûne. Ce jeûne peut aussi être activé par le lithium. Une carence en lithium inhibe l'autophagie, mais le lithium active en principe l'autophagie. C'est pourquoi c'est aussi ma recommandation, en plus d'un mode de vie adapté à l'espèce. Jeûner, bouger davantage, faire du sport. Cela permet de ne manquer d'aucun nutriment essentiel.
En bref, sur le lithium, tu es un peu la référence et tu as écrit ce best-seller. Je l'ai pris récemment, j'ai fait des cauchemars horribles et j'ai arrêté de le prendre. Je n'avais pas eu ça depuis 10 ans. Les cauchemars. Est-ce que c'est normal? Je dirais que c'est bon signe pour toi, parce que j'ai aussi remarqué ça chez moi. On me le raconte sans cesse. J'ai vraiment creusé la question en profondeur. Je l'ai aussi décrit en détail dans le livre. En fait, ce que fait le lithium via GSK3. D'ailleurs, il s'agit d'une meilleure régulation du soi-disant rythme circadien, c'est-à-dire l'ajustement entre le jour et la nuit. Cela signifie, sous lithium, la nuit est plus nuit et le jour est plus jour. Qu'est-ce que cela signifie? Je dors aussi plus profondément car la nuit, on dort. C'est un processus très important aussi pour le bon fonctionnement de l'hippocampe. L'hippocampe a besoin du sommeil. Je vais même jusqu'à dire que c'est uniquement parce que nous avons un hippocampe que nous devons dormir. C'est là que se passent les éléments essentiels qui permettent à l'hippocampe, et donc à notre mémoire autobiographique, de rester intacte jusqu'à un âge avancé. Le manque de sommeil ou les troubles du sommeil conduisent également, pour cette raison, en tant que facteur principal à la maladie d'Alzheimer. Mais revenons-en maintenant. Ce sommeil profond amélioré fait en sorte que l'information, donc, pendant les premières phases de sommeil profond de la nuit, qu'on appelle le sommeil à ondes lentes, à cause des ondes cérébrales lentes, soit traitée. C'est là que je transfère les informations stockées dans l'hippocampe durant la journée. Je l'appelle toujours le disque dur néocortical. Lors de la seconde phase de sommeil profond, appelée sommeil paradoxal ou rapid eye movement, on parle de sommeil paradoxal pour cette raison. Nous dormons profondément, mais les yeux bougent et le corps a de petits sursauts. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous suivons des yeux un rêve virtuel, donc ce monde virtuel qui se déroule dans notre cerveau, dans les rêves. Cependant, nous ne savons que nous rêvons que lorsque nous nous réveillons. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'hippocampe est réactivé et qu'il enregistre ce qui s'est passé dans le cerveau au cours des dernières secondes ou minutes. C'est pourquoi nous ne pouvons toujours nous souvenir que de la fin d'un rêve. Nous ne savons jamais comment il a commencé, car à ce moment-là, l'hippocampe dormait encore. Mais si je dors plus profondément maintenant, alors je rêve aussi plus profondément. Quand je rêve plus profondément, c'est la mise en réseau. Les rêves servent à cela pour que le contenu de mes rêves soit chargé dans l'hippocampe. L'expérience d'hier montre que les contenus téléchargés sont désormais reliés à des souvenirs plus anciens. C'est pourquoi nous nous réveillons le lendemain un peu plus sages. Et plus cette mise en réseau est intense et fréquente, parce que plus je dors profondément, plus il est probable que ces rêves profonds soient aussi bien sûr des cauchemars. Parce que, comme une personne me l'a écrit un jour, une lectrice m'a écrit « Niels, depuis que je prends du lithium, je rêve plus profondément et intensément et je raconte ce que tu viens de dire. » Mais elle a ensuite ajouté une phrase très gentille que j'ai aussi incluse dans le livre. Enfin, quelqu'un fait un peu de ménage là-haut. C'est pourquoi je ne peux que dire « Oui, les cauchemars cesseront quand tout sera enfin rangé là-haut. » C'était vraiment des frissons. Très bien décrits. Je pourrais vraiment continuer à parler avec toi pendant des heures. Je crois que je n'ai jamais eu un expert, un scientifique aussi éminent ici, à cette table. C'est vraiment impressionnant tout ce que tu sais sur tant de domaines. Pour finir, j'ai une dernière série de questions rapides pour toi. Réponse franche et spontanée, sans longue réflexion. D'accord, c'est le système 1 qui est sollicité maintenant. D'accord, là je dois vraiment faire attention parce que j'aime bien réfléchir à ce qu'on me demande. D'accord. Qui choisirais-tu sur une île déserte, Karl Lauterbach ou Benjamin Netanyahou? Oh mon Dieu, c'est une question piège, non? On peut voir cela différemment. J'ai reçu des réponses très créatives. Vraiment? Aucune idée. On dit en anglais « between a rock and a hard place » ou quelque chose comme ça. Non, je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment une question piège. Qui te connaît le mieux, ta femme ou ChatGPT? Ma femme, c'est sûr, parce qu'on communique beaucoup moins avec ChatGPT ici. Qu'est-ce qui soigne mieux, alimentation ou esprit sain? Les deux, ce n'est pas dissociable. Qu'est-ce qui est pire, le sucre ou la politique? Clairement la politique. Maladie, ennemi ou enseignante? L'ISMA 2020? Un véritable enseignant. Nous ne réfléchissons qu'à partir des choses qui tournent mal. Pour la dernière question, tu peux développer un peu plus?
Après, si tu pouvais dire quelque chose à la version de toi-même à 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Je recommanderais de lire mon livre La stratégie de Mathusalem Après mes 2 ou 3 phrases pour les spectateurs qui ne l'ont pas encore lu. parce qu'il y est simplement écrit ce que j'ai dû apprendre douloureusement au cours des 15 prochaines années. Une ambition que j'avais, par exemple, c'était de participer un jour aux Jeux Olympiques comme marathonien à l'âge de 20 ans. J'ai aussi couru des marathons, je pense même avec pas mal de succès. Mais en principe, j'étais malade toutes les 4 à 6 semaines. J'ai perdu mes cheveux à cette époque. J'étais en études de médecine. Avec le recul, je sais maintenant. Je ne faisais absolument pas attention aux micronutriments. Je n'avais absolument aucune idée que l'entraînement est certes important pour améliorer ses performances, mais que la régénération est tout aussi importante. Cela veut dire que même les raisons pour lesquelles je l'ai fait étaient peut-être mauvaises. C'est pourquoi j'ai aussi travaillé avec une ambition complètement erronée. Cela veut dire que je n'ai absolument plus envie de revenir à l'époque où j'avais 20 ans. Je sais tout ce que j'ai mal fait à l'époque et combien ma vie était difficile. Tout est devenu plus simple quand j'ai pris conscience de ce que j'ai expliqué dans mon premier livre, La stratégie de Mathusalem. Donc, si je pouvais voyager dans le temps, je remettrais ce livre à mon moi du passé. C'est très fort, Michael. Je dois d'abord assimiler cette discussion. On a vraiment créé un feu d'artifice neuronal. Je peux dire avec certitude que je trouve impressionnant que tu ne sois pas juste un donneur de leçons, mais aussi une bonne personne. Je l'ai toujours remarqué lors de nos échanges. Tu n'essaies pas de te raccrocher à la première narration venue juste pour flatter ton ego et recevoir des applaudissements du mauvais côté. Auteuil, tu es vraiment une bonne personne. Tu essaies vraiment de construire des ponts. Tu essaies, d'une certaine manière, de rendre le monde meilleur. Et pour ça, vraiment un grand merci. J'ai hâte de lire ton prochain livre, qui sortira bientôt et sera sûrement un nouveau best-seller. Heureux que tu sois venu à Berlin, je vous souhaite le meilleur à toi et ta famille. Le dernier commentaire m'a presque fait rougir, mais je ne peux que te retourner le compliment, si je peux l'appeler ainsi. Alors, un grand merci pour ton travail et merci beaucoup de nous avoir permis d'être ici ensemble parce que c'est la première fois en 3D. Merci.